Nous sommes à Gré-la-Ville, en Bourgogne-Franche-Comté, le soir du 27 octobre 2017. Alexia Daval et son mari Jonathan décident d'aller dîner chez les parents d'Alexia. Une raclette est prévue au menu, le repas se passe très bien et les époux Daval regagnent leur domicile entre 23h et minuit. La nuit du 27 au 28 octobre est calme, froide et silencieuse comme d'habitude dans cette région, à l'exception peut-être d'un bruit. Un bruit que va entendre un voisin des Daval à 1h26 du matin, c'est un bruit qui va le réveiller. Et en fait, c'est le son très spécifique d'une voiture roulant sur la plaque métallique présente devant le garage des Daval. Mais après tout le monde a le droit de se faire une petite virée nocturne. Le lendemain matin, selon les dires du mari Jonathan, Alexia part faire un jogging à 9h, puis disparaît. Elle ne reviendra jamais. Jonathan appelle sa belle famille, il se lance à sa recherche, ils montent dans la voiture, ils essaient de refaire le trajet qu'elle fait habituellement lorsqu'elle va courir, mais ils ne trouvent rien et ils décident de contacter la gendarmerie. Le but premier est bien sûr de retrouver Alexia ou de retrouver son corps si malheureusement elle est décédée, mais les gendarmes ne peuvent s'empêcher d'émettre quelques premières hypothèses. Comme d'habitude dans ce genre de fait, le coup de la joggeuse qui disparaît, c'est malheureusement assez fréquent. Ça peut être un rôdeur, un criminel qui passait par là, ou alors, comme dans beaucoup de disparitions, c'est le fait d'un proche. Un proche, oui, mais lequel ? Les parents, la sœur, un ami, un amant, le mari, Jonathan ? Certainement pas, car il est le plus affecté de toute la famille. Jonathan. Il ne tient plus debout, il est peut-être à deux doigts de se supprimer lui-même. 2 jours plus tard, un corps est découvert. Il est à moitié brûlé, il porte les traces d'une extrême violence et il s'agit bel et bien d'Alexia Daval. Les enquêteurs vont pouvoir relever des indices, et des indices, il y en a. Il y en a tellement que ça relève d'un certain amateurisme de la part de l'individu qui a fait ça. Pendant 3 mois, alors que l'assassin se trouve parmi nous, parmi la propre famille d'Alexia, alors qu'il va pleurer devant les caméras de la France entière, qu'il va être présent aux marches blanches, qu'il va serrer la main de tout le monde, qu'il va être présent à l'enterrement devant le cercueil d'Alexia, entouré de personnes qui ne se doutent pas que le monstre n'est qu'à quelques mètres. Pendant ce temps-là, les gendarmes vont travailler jusqu'à monter un dossier en béton armé. Jusqu'au 29 janvier 2018, où les habitants de Gré-la-Ville, et j'ai même envie de dire la France, tout court, tombent du 36e étage. Un suspect est placé en garde à vue. À la suite d'un jeu d'acteurs digne des plus grands films hollywoodiens, le traître était parmi nous. C'est le début de l'histoire qui va passionner les Français pendant des années. Jonathan n'a peut-être pas dit toute la vérité. Tout d'abord, je vais vous présenter Jonathan et Alexia Daval, leur personnalité, pourquoi est-ce qu'ils étaient si différents et pourquoi est-ce qu'il y a eu des tensions et comment est-ce qu'on en est arrivé à cette soirée du 27 octobre 2017. Ensuite, on va parler justement de cette soirée, que s'est-il passé, comment Jonathan a réussi à faire ce qu'il a fait, et puis ensuite, les 3 mois de mensonges devant la France entière, ainsi que les nombreux rebondissements pendant l'enquête. Tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. J'aimerais commencer par faire un commentaire sur toutes les polémiques qui entourent les parents de la victime, Alexia Daval. Ils s'appellent Isabelle et Jean-Pierre Fouillot et ils ont fait beaucoup d'émissions télé. Ils ont demandé une grosse somme en dommages et intérêts, 800 000 €. Ils n'en ont obtenu que 165 000. Et ils viennent de sortir un livre sur leur histoire, sur le décès de leur fille, sur comment est-ce qu'ils ont surmonté cette épreuve. Et beaucoup de gens disent qu'ils utilisent cet événement à des fins lucratives, pour faire le plus d'argent possible, et également à des fins médiatiques. Parce que quelque part, peut-être qu'ils apprécient toute cette attention, et il y a des gens qui trouvent quelque chose de malsain dans leur réaction et dans leur façon de gérer le décès de leur fille. Je ne pense pas qu'on puisse juger des gens sur leur manière de réagir à un événement dramatique que nous n'avons jamais vécu et que, je l'espère, nous ne vivrons jamais. On peut émettre des hypothèses, on peut se demander comment est-ce qu'on réagirait. Est-ce que je ferais autant d'émissions télé ? Je ne pense pas. Est-ce que j'écrirais un livre ? Peut-être.
Est-ce que je demanderais autant d'argent en dommages et intérêts? Je pense que oui. Parce que gérer la perte d'un enfant, c'est déjà tellement terrible que si au moins on n'a pas à se soucier de l'argent à côté, je pense que c'est une bonne chose. Mais n'ayant pas vécu le quart du dixième de l'événement traumatisant que ces gens ont vécu, je ne m'estime pas capable d'émettre un jugement. On peut avoir un avis, bien sûr. D'ailleurs, je vous invite à laisser le vôtre dans les commentaires. Je serai ravi de le lire et d'y répondre. Mais pour ma part, j'estime qu'il faut laisser Isabelle et Jean-Pierre Fouillot un petit peu tranquilles. Donc voilà, laissez votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces polémiques. Je vous invite également à vous abonner au passage si jamais vous ne l'avez pas fait. La plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc voilà, je vous invite à le faire si vous le voulez. Le plus de gens s'abonnent, le plus je peux me permettre d'investir du temps dans la chaîne, de faire plus de vidéos et avec une qualité grandissante. Je sais que certains font une overdose de cette affaire parce que c'est vrai que depuis 4 ans, on en entend extrêmement parler dans tous les sens, dans tous les médias, il y a eu je ne sais combien de reportages dessus, mais moi j'en ai jamais parlé. Et j'aimerais vous donner ma vision des choses, mon interprétation des faits, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. J'aimerais également mettre l'accent sur certaines théories assez mystérieuses qui entourent cette affaire. On a l'histoire des somnifères, dont on va parler parce que j'ai une expérience personnelle à vous donner, parce qu'il se trouve que j'ai déjà consommé les mêmes somnifères qu'Alexia, et en effet, je peux vous parler des effets qui sont terribles, et pour moi, ce médicament devrait être interdit de la circulation. Il y a également tout ce qui atteste d'un post-mortem. Ça n'a pas été retenu au procès, mais il y a des théories autour de ça. Donc on va essayer de parler un petit peu de choses nouvelles. Et pour commencer, voici les faits. Quand on regarde une photo du couple, il y a quelque chose qui, moi, en tout cas, me saute aux yeux. On a Alexia, qui est une femme extrêmement féminine, extrêmement jolie, en fait, qui respire la féminité. Et à côté, on a un Jonathan qui, au final, est l'antithèse de l'homme. C'est-à-dire qu'il ressemble à Alexia, parce qu'en fait, il ressemble à une femme, tout court. C'est quelqu'un qui est très petit, déjà, qui fait 1m67, qui n'a pas de carrure, qui n'a pas de musculature, qui n'a pas de poils, qui est imberbe, en fait. Un autre youtubeur pourrait dire qu'il a beaucoup de F en lui. Jonathan, il a un physique androgyne. On pourrait le prendre pour une femme sans problème. Et aussi, il a le physique de sa personnalité. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui est extrêmement soumis, notamment à sa femme, on va en parler après, mais il n'a pas eu une enfance facile. Il a développé des TOC à l'âge de 12 ans, quand son père décède. C'est quelqu'un, par exemple, qui va vérifier 50 fois si la porte d'entrée est bien fermée. Il va se pencher sous son lit pour voir si un drap ne dépasse pas, et il a également un problème avec la propreté. Sa mère, la mère de Jonathan, raconte qu'il prend des douches qui durent 1h30, facile, qui se lave les mains des centaines et des centaines de fois. Il avait des problèmes de santé quand il était jeune aussi. Il était sourd à un moment, il devait porter un corset parce qu'il avait une grosse scoliose et évidemment ça donnait lieu à certaines moqueries de la part de ses camarades. Donc c'est un mec assez spécial quand même, qui n'a pas eu une enfance facile. Alexia, de son côté, c'est tout l'inverse. Elle vient d'une famille très équilibrée, elle-même est vraiment équilibrée. Encore une fois, elle est très jolie, elle est employée de banque et tout se passe plutôt bien dans sa vie. Elle va choisir Jonathan alors qu'elle a 16 ans et que lui en a 21. Et c'est elle qui va le draguer en premier, c'est elle qui va l'embrasser, parce qu'au final, elle voit en lui un homme qui ne pourra jamais lui faire de mal. Un homme qui est tellement gentil que, si vous voulez, il n'y a pas une seule once d'agressivité ou de méchanceté qui émane de son aura. Sauf que ce qui devait arriver arrivera, sûrement. Alexia va prendre le dessus sur Jonathan. Comme Jonathan ne s'affirme pas, ne lui offre aucune résistance, elle va prendre le dessus, c'est rapidement elle qui va porter la culotte dans le couple, et c'est malheureusement potentiellement une de ces raisons qui va donner lieu au 27 octobre 2017. Malgré ça, leur vie se passe plutôt bien, donc Alexia est employée de banque, Jonathan travaille dans l'informatique, et malgré tout, ils ont un petit équilibre, ils font tous les deux du sport, même si c'est pas facile, même si Jonathan ne s'affirme pas, qu'Alexia se sent un petit peu délaissée en tant que femme. Voilà, ça se passe relativement bien, mais quelques mois avant le crime, Alexia souhaite avoir un enfant. Elle veut absolument avoir un enfant.
Le problème, et c'est pas surprenant, c'est que Jonathan a un blocage avec le sexe. Il n'y arrive pas, il n'a pas envie, et il a des problèmes d'érection. Et apparemment, selon la thèse de la défense de Jonathan Daval, ça va donner lieu à des humiliations. Alexia, en fait, non seulement lui en veut de ne pas prendre son rôle d'homme au sérieux, de ne pas lui opposer quelconque résistance, mais elle lui en veut de ne pas pouvoir la satisfaire sexuellement, et en plus de ça maintenant, elle lui en veut du coup de ne pas pouvoir lui faire d'enfant. Donc elle l'humilie, et selon l'avocat de Jonathan Daval, elle lui envoie certains messages du style, et je cite, « Tu bandes pas, t'es impuissant, t'es une merde ». Ça, ce sera un des facteurs, sûrement, qui mènera au crime. Mais il y a d'autres choses assez étranges lors des quelques mois qui précèdent le 27 octobre 2017. Alexia est empreinte à des crises de somnolence, des crises de violence où elle appelle sa mère au téléphone le soir et sa mère dit qu'Alexia semble saoule. On dirait qu'elle a bu, on dirait qu'elle est bourrée et le lendemain matin, Alexia ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Elle ne se souvient pas de ces crises. L'origine de ces crises, on va la trouver dans l'autopsie. Zolpidem, tétrazépam et tramadol. Ces 3 somnifères très puissants qu'Alexia ingérait régulièrement avant sa mort. Et c'est là qu'il va y avoir une théorie, par exemple de la famille d'Alexia, qui va être évoquée au procès. Alexia essayait d'avoir un enfant. Elle voulait à tout prix pouvoir tomber enceinte. Et s'infliger autant de somnifères, c'est pas bon pour le corps du tout. Et pour une femme qui tente d'avoir des enfants, c'est assez étrange. Donc est-ce que Jonathan ne lui aurait pas administré ces somnifères à son encontre pour la calmer et pour éviter de subir toutes ces humiliations et ces crises de violence, parce que Jonathan va dire que parfois Alexia le frappait carrément. Donc, selon la famille d'Alexia, il y a une possibilité que Jonathan ait administré ces somnifères pour pouvoir être tranquille, entre guillemets, et peut-être encore pire, pour pouvoir commettre le crime de façon plus simple. Parce que certes, Alexia avait des prescriptions du docteur pour ces somnifères, mais il y en a un pour lequel elle n'en avait pas, le tramadol. Le tramadol, c'est quelque chose de très puissant, il y a des dérivés de codéine dedans, il y a des dérivés d'opium, donc il y a quelque chose qui colle pas. Une femme qui essaie d'avoir des enfants et qui prend autant de somnifères, c'est assez étrange. Peut-être que Jonathan est à l'origine de ça. Moi, ce que je connais, c'est le zolpidem. Le zolpidem, j'en ai déjà pris, c'est un somnifère qui est, je l'ai découvert, assez puissant, et je me reconnais totalement dans ce que dit la mère d'Alexia, dans le fait qu'elle ne la reconnaissait pas, qu'on aurait dit qu'elle était bourrée, et le lendemain, Alexia ne se souvenait pas de ces crises. Je vous conseille de ne jamais prendre du zolpidem. Ça a tous les effets inverses d'un somnifère, c'est-à-dire que on peut s'endormir en effet, mais à partir du moment où on ne s'endort pas, on a 3 heures dans une autre dimension. Et on peut faire n'importe quoi, on ne sait plus où on est, et l'ayant vécu, c'est juste terrible, et je comprends totalement ce qu'a vécu Alexia. Et en effet, on est servile dans cet état-là. On peut être à la merci de quelqu'un. Donc, est-ce que Jonathan a utilisé ces somnifères pour rendre sa femme plus douce et plus facile à manipuler, et pour que le crime soit peut-être plus simple? Ça a été évoqué au procès, mais pas retenu. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire de somnifères. Après ces mois de tension, nous arrivons au 27 octobre 2017. Donc les époux Daval vont dîner chez les parents d'Alexia, et il faut savoir que ce qui est terrible, c'est que les parents d'Alexia adorent Jonathan. En fait, ils le considèrent comme leur fils. Ils ont vécu plusieurs fois chez eux. La maison dans laquelle habitent Alexia et Jonathan était en réalité la maison de la grand-mère d'Alexia. Donc c'est un endroit qui est assez symbolique pour la famille, et le fait que le crime ait eu lieu à cet endroit, c'est aggravant, et c'est encore pire, c'est encore plus traumatisant pour la famille d'Alexia. Jonathan va expliquer qu'après le dîner, ils sont rentrés chez eux, et que Alexia s'est adonnée à une énième crise de violence et d'humiliation. Elle va dire qu'elle a tenté de le frapper, qu'elle l'a insulté sur son incapacité à la satisfaire sexuellement, à lui faire un enfant, etc. Et là, tout ce qu'avait emmagasiné Jonathan, toute la frustration, tout son complexe d'infériorité, apparemment va s'évaporer, et un monstre va sortir. Il va littéralement péter un câble et étrangler sa femme pendant 5 à 6 minutes.
Et pour moi, le tournant de cette histoire, il est là. Il est dans le fait que, certes, Jonathan tue sa femme, mais sa personnalité voudrait qu'il prenne le téléphone et qu'il appelle la gendarmerie instantanément pour avouer son crime. Parce que la personnalité de quelqu'un comme ça, c'est pas celle de quelqu'un qui est capable de faire tout ce qu'il a fait après. Parce qu'à ce moment-là, Jonathan ne va pas appeler la gendarmerie, il ne va pas appeler la belle famille pour dire qu'il a fait une énorme bêtise, qu'il s'en veut et qu'il souhaite se rendre à la police. Il va tenter de cacher son crime. Il va mettre en place une histoire à laquelle la majorité des gens va croire pendant plus de 3 mois. Un exemple. Alexia est décédée, Jonathan vient de l'étrangler. Il va lui mettre ses baskets alors qu'elle est déjà morte. Il va lui mettre ses baskets parce qu'il a déjà prévu de faire croire à la joggeuse disparue. Et un tel niveau de machiavélisme, pour moi, ce n'est pas cohérent avec la personnalité toute renfermée, toute pas affirmée, toute fragile de Jonathan. La cause de la mort d'Alexia est bel et bien l'asphyxie, mais lors de l'autopsie, et même un petit peu avant parce que c'est flagrant, on va trouver des bleus, des traces de coups en fait sur Alexia. Ça c'est quelque chose que Jonathan va nier pendant très longtemps, le fait de lui avoir asséné des coups. Finalement, au bout d'un moment, il va avouer, mais encore une fois, c'est pas simplement un étranglement, il y a également énormément de violence, il y a la volonté de faire mal de par tous ces coups. Il y a également du sperme qui sera retrouvé sur le short d'Alexia. Alors vous allez me dire, retrouver du sperme sur les vêtements d'un mari avec sa femme ou vice-versa, c'est peut-être rien de très spécial, mais pour ce couple, c'est spécial. Parce qu'on sait qu'ils avaient très peu, voire quasiment pas, de relations sexuelles. Donc, pourquoi avoir retrouvé du sperme ? C'est quand même un petit peu bizarre, et c'est un élément sur lequel va jouer la défense d'Alexia. Ils vont émettre l'hypothèse qu'il y a eu un post-mortem. Mais encore une fois, ça ne correspond pas du tout à la personnalité de Jonathan. C'est juste, pour moi, en fait, c'est ça qui rend cette histoire complètement folle. C'est que, selon la personnalité de Jonathan, lui avoir mis ses baskets après qu'elle soit décédée pour mettre en place cette fausse histoire, ces potentiels somnifères, cette histoire de post-mortem, comment est-ce qu'il va mentir à tout le monde pendant 3 mois ? Ce n'est pas à la portée d'un petit mec d'1m67 qui a tout sauf les caractéristiques d'un homme qui a un complexe d'infériorité, qui est très fragile. Il y a une déconnexion totale entre ce que les gens le pensaient capable de faire et ce qu'il va réellement faire. Il y a un psychologue qui va faire le parallèle avec Ed Kemper. Je sais que ça n'a strictement rien à voir parce que Ed Kemper c'est un en série américain, mais Ed Kemper c'est quelqu'un qui ses victimes post-mortem parce que il avait un grand sentiment d'infériorité et une fois qu'il les avait tués, il se sentait fort et au final c'est ça qui l'excitait. Il y a un psychologue qui va faire le parallèle avec Jonathan. Peut-être que en s'étant senti inférieur toute sa vie, le fait d'avoir tué pour la première fois et de se sentir fort pour la première fois, peut-être que ça va être une cause de l'excitation. Maintenant, c'est quelque chose qui n'a pas été retenu au procès. Personnellement, ça me paraît gros. Je ne pense pas que Jonathan ait été capable de faire ça. La famille d'Alexia aimait cette hypothèse. Elle n'exclut pas le fait qu'il ait pu être capable de faire ça. Ça n'a pas été retenu au procès. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après l'avoir tuée, Jonathan va la mettre dans le coffre de sa voiture de fonction, ce qui s'avérera être une grosse erreur parce que sa voiture de fonction est équipée d'un tracker. Donc on voit tout de même un certain amateurisme de Jonathan. Il va la déposer dans la forêt des Moulins, à quelques kilomètres de Gré-la-Ville. Et là, il va tenter de la brûler. C'est quelque chose qu'il va nier pendant très longtemps, mais il va bel et bien tenter de la brûler parce il va avouer. Il me semble que c'est plus de 2 ans plus tard qu'il va avouer. Et ensuite, il va rentrer chez lui à 1h26 du matin, comme l'a entendu le voisin. Et à partir du lendemain, c'est les Césars. C'est The Artist, c'est le Festival de Cannes, c'est tout ce que vous voulez. Jonathan va se montrer capable de mentir à tout le monde et de mentir à la France entière, ce que personne ne le pensait capable de faire. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène.
il va participer à tous les événements, aux marches blanches, à l'enterrement, à tout ce qu'il faut, et personne ne va se rendre compte de rien. À part peut-être Grégory. Grégory, c'est le mari de la sœur d'Alexia, et lui, il va quand même reconnaître que le comportement de Jonathan est étrange. Il va être affalé sur le cercueil d'Alexia, par exemple, au moment où ils peuvent lui faire un dernier au revoir. Grégory va trouver ça indécent. Il va dire qu'il est à deux doigts de le choper par le col et de le relever. À l'enterrement, Jonathan va demander plusieurs fois à Grégory ce qu'il pense de sa veste. Est-ce qu'il pense que sa veste est belle? Tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas lors de l'enterrement de sa femme. Les gendarmes vont le mettre sur écoute et ils vont se rendre compte qu'il change très rapidement d'humeur. Quand il est au téléphone avec les parents d'Alexia, il est en train de pleurer, il est au bord de se supprimer. Mais quand il est au téléphone avec un ami à lui 10 minutes après, il va très bien, il a changé complètement d'émotion, et ça c'est quelque chose qui va alerter les gendarmes. Il va y avoir des analyses faites sur la voiture de fonction de Jonathan qui est équipée d'un tracker. Ils vont se rendre compte que la voiture a bougé cette nuit-là. Tout ça, il faut savoir que les gendarmes enquêtent vraiment dans l'ombre. Pendant ces 3 mois, personne ne sait ce qui se passe. Et voilà, les gendarmes découvrent tous ces éléments. Et même eux, en fait, ils sont abasourdis de voir que Jonathan vit comme ça et que tout le monde y croit. Et ils savent que la vérité va finir par éclater et que tout le monde va tomber du 36e étage. Donc ils se rendent compte que sa voiture a bougé cette nuit-là. Non seulement sa voiture a bougé, mais en plus le tracker a borné dans une zone juste à côté de là où a été retrouvé le corps d'Alexia. Ils vont également relever une trace de pneu dans la terre à côté du corps d'Alexia. Ils vont les comparer à cette même voiture de fonction de Jonathan et bien sûr, les traces correspondent. L'unique ADN de Jonathan sera retrouvé sur le corps d'Alexia et on va savoir que c'est lui également qui a tenté de la brûler parce qu'on va retrouver le bouchon d'une bonbonne aérosol inflammable sous le corps d'Alexia. Cette bonbonne, on va la retrouver lors d'une perquisition chez Jonathan. Les deux s'imbriquent et là, les gendarmes savent que il y a toutes les chances que ce soit lui qui ait tenté de mettre le feu au corps. Donc avec tous ces éléments, ils vont le placer en garde à vue le 29 janvier 2018. Donc bien sûr, les parents d'Alexia tombent du 36e étage, même tout le monde, en fait, toute la France. C'est juste terrible parce qu'il était très convaincant, il avait vraiment cette allure, il faisait pitié, il faisait vraiment pitié, on avait envie de l'aider. Et d'ailleurs, c'est ça qui est terrible, c'est que les parents d'Alexia, après le décès d'Alexia, ils vont aider Jonathan. Sa mère racontera que voilà, quand Jonathan vient à la maison, elle lui prépare ses petits plats préférés parce que il faut pas oublier que c'est lui qui souffre le plus d'apparence physique du décès d'Alexia. Donc c'est une réelle trahison pour toute la famille. Et il va être placé en garde à vue, il va quand même tenir. Ça, c'est ce qui va étonner encore une fois les gendarmes, c'est ce qui va étonner même tout le monde, c'est que encore une fois, il va se montrer bien plus capable de faire des choses terribles que ce qu'il en a l'air, parce qu'il va tenir. Pendant de nombreuses heures, il va maintenir la thèse de la joggeuse disparue, sauf que voilà, les gendarmes ont trop d'éléments. Sa voiture qui a bougé, les traces de pneus, la bombe aérosol, etc. Les gendarmes ont trop d'éléments, et au final, Jonathan va avouer. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir de nombreux rebondissements. Le 1er octobre 2018, donc environ 9-10 mois après que Jonathan ait avoué, il va se rétracter, et il va accuser, cette fois-ci, la famille d'Alexia. Il va accuser ses parents, sa sœur et le mari de sa sœur, Grégory. Il va dire que lors du dîner, qui a eu lieu le 27 octobre 2017, il y a eu une dispute et au final, c'est Grégory qui aurait tué Alexia et Jonathan se serait dénoncé pour les couvrir. Le 7 décembre 2018, le juge organise une rencontre entre Jonathan et les personnes maintenant qui l'accusent, c'est-à-dire la famille d'Alexia. Et là, il va tenir un petit peu, la mère d'Alexia va lui montrer une photo du chat qu'ils avaient happy avec Alexia, et voilà, Jonathan va finalement s'écrouler. Il va avouer qu'il a menti, que c'est bel et bien lui, et lui seul, qui a tué Alexia. Mais, on a quand même... Évidemment que je pense que c'est faux, mais c'est ça qui fait de cette histoire une histoire passionnante, c'est que maintenant, voilà, il y a des petites graines qui sont jetées, et il y a peut-être des gens qui ont des doutes aujourd'hui. Encore une fois, que ce soit les somnifères, le post-mortem, l'accusation de la famille d'Alexia, ça part dans tous les sens et c'est pour ça que cette affaire est si spéciale. Il va y avoir un autre moment important le 27 novembre 2018 parce qu'un cheveu de la mère de Jonathan Daval va être retrouvé dans le coffre de sa voiture de fonction, la même qui a servi à transporter le corps.
Évidemment, ça peut laisser penser que la mère de Jonathan a aidé son fils à cacher son crime. Elle va toujours nier, bien sûr, la mère de Jonathan, elle va dire qu'elle n'a rien à voir avec ça, mais il y a toujours ce doute. Il y a toujours ce doute. Finalement, cet élément ne sera pas retenu au procès et la mère de Jonathan ne sera jamais inculpée. Le 3 mars 2019, la maison de Jonathan Daval et Alexia Daval est cambriolée, donc personne n'y habite depuis quelques mois maintenant. Elle est cambriolée, il va y avoir des photos qui vont être dérobées, apparemment il va y avoir l'alliance d'Alexia qui va être dérobée, il va aussi y avoir des qui appartenaient à Alexia. C'est très bizarre, encore une fois c'est un autre truc extrêmement bizarre dans cette affaire. Donc le juge va dire que ce cambriolage n'a rien à voir avec l'affaire, que voilà, c'est juste des cambrioleurs qui ont cambriolé cette maison, mais pas parce qu'elle appartenait au Daval, que ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça va donner lieu à des théories. Est-ce que c'est la famille d'Alexia qui a fait ça pour récupérer des photos, l'alliance? Mais pourquoi cette histoire de... Enfin, c'est extrêmement bizarre. Encore une fois, je vous invite à me donner en commentaire vos avis sur le cheveu appartenant à la mère, sur ce cambriolage, sur les somnifères, surtout qu'on puisse en discuter tellement il y a d'éléments invraisemblables et de rebondissements dans cette affaire. Mais le juge va dire que voilà, ce cambriolage n'a strictement rien à voir avec le dossier. Le 17 juin 2019 a lieu une reconstitution qui se déroule déjà dans la maison des Daval, où Jonathan va montrer ce qu'il a fait, donc l'étranglement, les coups, etc. Ensuite, on va aller à la forêt où il avait déposé le corps. Il continue de nier à ce moment-là qu'il a tenté de la brûler. Mais son avocat d'ailleurs va lui dire « Écoutez Jonathan, dites la vérité ». Et Jonathan finalement va avouer avoir tenté de mettre le feu au corps d'Alexia. De toute manière, avec cette bonbonne aérosol, il n'y avait que peu de doutes, mais c'est quand même important d'avoir des aveux. Et le 21 novembre 2020, c'est la fin du procès. Jonathan Daval est condamné à 25 ans de prison, qu'il effectue actuellement à la maison d'arrêt de Dijon. Au procès, du coup, on n'a pas retenu toutes ces histoires de somnifères, on n'a pas retenu de post-mortem, on n'a pas retenu la potentielle culpabilité de la mère également de Jonathan. Et voilà, évidemment, ça a donné lieu à quelques regrets de la part de la famille d'Alexia qui aurait aimé peut-être 30 ans de prison. Mais voilà, c'est une affaire dans laquelle il y a eu extrêmement de rebondissements. Pour moi, ce qui marque cette affaire, c'est le fait que Jonathan ait fait des choses terribles que personne ne le pensait capable. Et ça montre bien que même dans votre entourage, dans l'entourage de tout le monde, même quand quelqu'un semble inoffensif, on ne sait jamais ce dont il est capable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais vous appréciez les vidéos, encore une fois c'est important. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de cette affaire, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, restez safe. Salut à tous.